Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis très honoré d'accueillir aujourd'hui, au nom aussi du Collège de France, le professeur Pierre Rosenberg, qui est l'un des esprits les plus profonds dans la conscience de cette unité des arts européens, qui a ouvert des chemins pour nous tous dans la compréhension de l'art du XVIIe, du XVIIIe siècle, et plus en détail, il a vraiment aimé faire ressurgir cette continuité du passage des images, des artistes, des poétiques, de cette tradition entre la France et l'Italie, mais aussi entre la France et le monde entier. Il n'a pas besoin d'être présenté par moi aujourd'hui, mais je voudrais quand même dire un peu des dettes que nous avons par rapport à son œuvre. D'abord, il a été, après une longue carrière fidèlement faite au Louvre, directeur président du Louvre, au moment où le Louvre devenait établissement public, et il a été jusqu'à sa retraite. Donc vraiment, là aussi, une passion et une fidélité qui l'honorent, et vous le savez, le Louvre est aujourd'hui le point de repère de tous les arts européens. Mais ces études ont commencé dans un lieu qui est un peu aujourd'hui un lieu de conscience des arts, c'est-à-dire l'Institut Forense de Studi à Princeton, où il y a en ce moment un ami aussi des arts européens, Irving Lavin, qui s'est lui occupé du Bernin. Donc voilà, il y a une liaison qui se tisse encore, et en même temps, il a travaillé toujours dans cet esprit d'union des deux traditions de l'histoire de l'art, et en effet, du côté américain, on lui a décerné une reconnaissance très importante, les Mellon Lectures, qui sont, comme pour les littéraires, les Norton Lectures. Les Mellon Lectures sont vraiment le point final pour une carrière de chercheur. Et je voudrais souligner, avec un livre qui est en effet traduit partout, Le chat et la palette, toute une série de livres qui sont à la base de la conférence d'aujourd'hui. D'abord, je commence par l'Italie, parce que M. Rosenberg est aussi bien vénitien que parisien, donc il Seicento francese, et puis pour rester simplement à notre siècle, toute l'œuvre peinte de Chardin, et puis bien sûr deux grands ouvrages sur Poussin, d'abord tout le catalogue des dessins, et puis son Poussin dans l'ensemble de l'œuvre. Mais il y a aussi, bien sûr, Watteau, Georges de la Tour, les frères Le Nain, et le livre des lectures Mellon, du dessin à la peinture, Princeton University Press, mais encore Jean-Louis David, de Raphaël à la Révolution, et encore l'année passée, un livre sur un grand collectionneur qui vaut la visite à Ajaccio, le cardinal Fesch. C'est quelque chose de merveilleux, non seulement parce que la Corse est belle, mais parce que ce musée vraiment abrite l'une des collections de la tradition romaine et italienne du XVIIe les plus marquantes. Ce n'est qu'une bribe du travail immense, d'abord aussi d'exposition
aussi de promotion de l'activité du Louvre. Je crois que chez Pierre Rosenberg, la contemplation nécessaire pour être de bons historiens et l'action nécessaire pour être des bons citoyens est vraiment dans le plus beau équilibre, le plus bel équilibre, dans la plus belle perfection. Et je suis très reconnaissant de pouvoir lui donner la parole autour d'un sujet qui nous passionne. Nous avons déjà parcouru Rubens, Velázquez, et aujourd'hui nous aurons Poussin et Le Bernin. Un grand merci, cher maître. C'est moi qui vous remercie. Alors, je prends place dans l'assistance pour mieux contempler les images, c'est ce qu'il y a de mieux, bien sûr. C'est moi qui vous remercie de ces paroles trop généreuses, véritablement, et je suis très flatté, très honoré d'être ici présent ici, dans ce Collège de France, si glorieux, pour vous parler d'un sujet, qui sont les relations entre Poussin et Bernin. Un sujet un petit peu qui peut surprendre. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du Bernin, mais pas du tout. En revanche, je consacre en ce moment mes jours et mes nuits, je peux le dire, à Poussin, puisque je me suis engagé dans la rédaction d'un nouveau catalogue raisonné de l'œuvre peinte Poussin, un travail gigantesque, je dois le dire, j'aurais jamais dû me lancer dans ce travail. Il y a eu plusieurs catalogues raisonnés, mais au fond, il n'y en a eu qu'un véritable jusqu'à présent, qui ait voulu reprendre un peu dans son ensemble les problèmes de provenance, les problèmes de copie, les problèmes de datation, tous ces problèmes qui pour Poussin sont si importants. C'est celui de Sir Anthony Blunt, qui, comme vous parliez tout à l'heure des Mellon Lectures, et lui-même a fait ces Mellon Lectures sur Poussin, justement, et on peut rappeler un petit peu comment les choses se sont passées. Il avait ces Mellon Lectures sur Poussin en 1956. Il pensait publier son catalogue raisonné en 60, je parle de 1960 naturellement, et puis est arrivé à ce moment-là deux choses qui l'ont un petit peu, comme on dit, déstabilisé. D'une part, l'exposition Poussin du Louvre à cette date-là, exposition qui, à mon avis, a mis ensemble, à une époque où Poussin était tombé dans l'oubli, il faut le dire, il n'avait pas la gloire qu'il a reconquis aujourd'hui, l'exposition qui avait à ce moment-là permis d'une part de rassembler un grand nombre de tableaux de Poussin et par conséquent, par la juxtaposition de ses œuvres, de changer la chronologie qu'avait proposé Sir Anthony Blunt, et en même temps, on a fait tomber un certain nombre de ces tableaux dans la catégorie des tableaux mal attribués. Et puis est arrivé les autres événements de 1960, le colloque Poussin, qui avait eu lieu en 1958, mais dont les actes n'ont été publiés qu'en 1960, qu'avaient dirigé à l'époque André Chastel et Jacques Tuillier, deux noms qui sont familiers aux familiers du Collège de France, bien sûr. Et puis d'autre part, l'arrivée sur le marché poussinien, si j'ose ainsi m'exprimer, de Sir Denis Mahon, qui a un petit peu déstabilisé tout ce que Blunt avait fait, et par conséquent son catalogue raisonné de l'œuvre peinte Poussin, ouvrage encore aujourd'hui totalement indispensable et presque irremplaçable, n'est paru qu'en 1966. Donc vous voyez que Blunt, travailleur acharné, a mis lui-même, pour publier son catalogue raisonné des œuvres peintes Poussin, a mis lui-même plus d'une douzaine d'années à peu près. C'est vous dire que la tâche est immense, et elle est particulièrement importante dans le cas de Poussin, mais je ne voudrais pas trop parler de Poussin, dans la mesure où, à l'inverse de bien des artistes, chaque tableau a son sens selon la date qu'on lui donne. Un tableau des années 40 ou un tableau des années, ça nous le verrons tout à l'heure, ou des années 60 ne veut pas dire la même chose. Donc se tromper sur une date chez Poussin, c'est mal comprendre le peintre. Alors Poussin et Bernin, ces deux artistes qui sont, au premier abord, sont deux artistes radicalement différents. Le premier symbolise, on le dit souvent, le classicisme, un mot que je déteste, que je n'emploie que jamais le moins possible. Le second est l'artiste baroque romain par excellence. Les deux mots sont très très peu plaisants, et en effet, comment associer ces deux artistes, symboles de deux manières de voir l'art d'une manière complètement différente? Comment les associer et comment en effet les rapprocher, et comment surtout mieux comprendre cette immense admiration que le Bernin a eue pour Poussin, car c'est en fait ça le bon sujet, l'admiration illimitée du Bernin et les documents que nous avons à ce sujet que je vais vous présenter. Alors en vérité, si on sait assez bien ce que le Bernin pensait de Poussin, on ignore en revanche complètement ce que le Poussin pensait du Bernin. Et on l'ignore du moins par ses écrits, mais on l'ignore moins par ses œuvres, qui seront évidemment la conclusion de mon intervention.
Alors, ce sujet, Poussin et Bernin, très curieusement, n'a été que très rarement abordé. Il y a eu un article très important de Rudolf Wittkower qui est paru en 1961 dans le Burlington Magazine qui traite de ce sujet. Rudolf Wittkower qui a été un des grands historiens de l'art sur la période baroque, un grand romain par excellence. Cet article, très curieusement, dans la bibliographie de l'ouvrage de Blunt, qui comprenait à l'époque 1500 titres, j'en aurais 4000 dans ma bibliographie à peu près, donc cet article a échappé à Blunt. Ils étaient pourtant très amis, et cet article essentiel sur les relations entre Poussin et Le Bernin n'est pas dans la bibliographie de l'ouvrage de Blunt. C'est très curieux. Depuis, on s'est un peu intéressé à ces rapprochements. Une historienne d'art, Sandrina Bandera, lui a consacré à la question 2 articles, mais en vérité, c'est un sujet qui n'a pas été abordé, et c'est assez surprenant. Alors, quelques mots d'abord, bien sûr, sur Le Bernin, dont je vous montre l'autoportrait. Vous le savez, c'est un homme universel, c'est un architecte, un sculpteur, c'est un peintre, c'est un dessinateur. Il a façonné Rome d'une manière très forte, et on peut dire qu'en un certain sens, la place du Bernin à Rome, on peut la comparer à celle de Haussmann pour Paris. Il a véritablement eu un rôle absolument essentiel, et il a été l'artiste favori d'Urbain VIII. Je vous montre là tout de suite le grand pape Urbain VIII qui a lui aussi protégé Poussin, le buste d'Urbain VIII justement par Le Bernin. Il a été très protégé par Urbain VIII qui donc a été pape entre 1622 et 1644. Il a eu plus de soucis ensuite avec les successeurs d'Urbain VIII, mais véritablement il a été l'artiste par excellence. Poussin, vous avez là à l'image son autoportrait, un de ses 2 autoportraits, celui de Berlin, et à droite un autoportrait du Bernin. Poussin, lui, au contraire, c'est un peu le contraire au point de vue carrière. Bien sûr, il est né aux Andelys, comme vous le savez, en 1594. Il a eu des débuts très difficiles, très compliqués. Il n'arrive à Rome qu'en 1624, donc à 30 ans, un âge avancé pour l'époque. La grande querelle pour savoir s'il arrive formé ou s'il doit tout à Rome est en train en ce moment de perdre son sens. On a retrouvé un certain nombre de tableaux peints par Poussin avant son arrivée en Italie, et des tableaux très importants qui montrent qu'il était un artiste accompli, bien que Rome, bien sûr, soit essentiel dans son développement, mais qui montrent qu'il était un artiste accompli avant d'arriver à Rome. En tout cas, c'est un homme secret, c'est un homme réservé, c'est un homme, je vous montre encore là, l'autre autoportrait avec un portrait du Bernin, qui n'est pas du Bernin, mais de son grand ami Gaoli, Giovanni Battista Gaoli. Si on peut dire que ce sont 2 artistes très, très, très différents l'un de l'autre, l'un qui a aimé la solitude, qui a aimé qui s'est réfugié à Rome, bien que la Rome soit à l'époque la capitale des arts, incontestablement, mais qui véritablement à Rome n'a pas joué la vie sociale que menait le Bernin. Ce sont donc 2 artistes complètement différents et qui, évidemment, ont, en un certain sens, l'un de son côté et l'autre de son côté à lui, dominé la vie romaine pendant très longtemps. Les premières années romaines de Poussin ont été compliquées aussi parce qu'il a eu beaucoup de mal à s'imposer. Cette peinture intellectuelle, compliquée, intellectuelle, ne pouvait pas plaire à tout le monde. Il a mené une vie donc monacale, je le disais. Il s'est marié avec Anne de Guay, il n'a pas eu d'enfant. À l'inverse de Bernin, dont nous parlerons tout à l'heure, qui en a eu, un mariage donc assez curieux pour l'époque, mais un mariage qui semble avoir été assez heureux. Sa manière de peindre a évolué beaucoup, et naturellement, on ne peut pas manquer de mentionner dès à présent la grande réflexion du Bernin sur Poussin, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, qu'il qualifie de grande favoleggiatore, de grand inventeur de fables. Et Poussin est un peintre philosophe, on l'a beaucoup dit, ses sentiments religieux vont faire l'objet d'une exposition, enfin pas ses sentiments religieux, le fait de savoir si ces tableaux sont des tableaux dominés par la foi, ou si ce sont au contraire des tableaux où l'élément philosophique est prépondérant. Tout ça va être traité assez prochainement dans une exposition qui aura lieu au Louvre l'année prochaine. On sait aujourd'hui, et c'est très important, qu'il a été un lecteur assidu de Montaigne, ce qui, quand même, au XVIIe siècle, n'est pas courant. Il a lu Montaigne et il a été inspiré par Montaigne considérablement. Et aujourd'hui, on peut dire que Poussin est devenu à la mode, plus pour sa dimension
intellectuel, plus pour ses recherches iconographiques, pour son souci d'interprétation, que pour proprement dit ses qualités de peintre, ce qui évidemment n'est pas tout à fait mon point de vue. Avant d'entrer proprement dit dans le vif du sujet, c'est-à-dire les relations entre Bernin et Poussin, je voudrais évoquer 2 ou 3 petits points annexes qui peuvent rapprocher les 2 artistes. Le premier, c'est cette sculpture, qui est, vous l'avez reconnu, un des éléments de la fontaine de la Piazza Navona à Rome, et qui représente en fait le Gange. Cette sculpture, bien sûr, a été commandée au Bernin, qui avait des assistants. Et parmi ces assistants, il y en a un sur lequel on ne sait absolument rien, sinon qu'il s'appelait Claude Poussin. Et je me suis interrogé de savoir si ce Claude Poussin, sculpteur qui est tombé dans l'oubli le plus total, pouvait avoir un lien avec Nicolas. Et en tout cas, je n'ai pas la réponse à apporter. En tout cas, cette fontaine, dont l'idée, bien sûr, la conception, le modello, le dessin, sans aucun doute, revient au Bernin, a été exécutée par ce mystérieux Claude Poussin, dont j'aimerais bien savoir s'il avait un lien de parenté avec son illustre homonyme normand. Alors l'autre petit lien qui est assez accessoire et qui est annexe à notre sujet, c'est cette sculpture. Vous avez reconnu le portrait de Costanza Piccolomini du Bernin, justement, qui est conservé à Florence au Bargello. C'est une œuvre absolument admirable. Cette dame, qui était de la bonne société, était la maîtresse du Bernin. Et elle était la maîtresse du Bernin jusqu'au jour où le susdit Bernin l'a surpris dans les bras de son frère, du frère du Bernin. Et ça a fait l'objet d'une grande bataille à l'époque. Il y a un livre qui est paru à ce sujet assez récemment, qui est très amusant à lire. Et donc, il y a eu une vraie bataille où le Bernin a blessé son frère. Et cette Costanza Piccolomini, du coup, s'est réfugiée, qui était mariée à l'époque, s'est réfugiée avec son mari à Rome. Ça fait l'objet d'un grand scandale. Heureusement, Urbain VIII est intervenu pour éviter le pire au Bernin, c'est-à-dire la prison. Tout ça s'est à peu près arrangé. Ce qui est intéressant, c'est que la susdite dame, qui était de la bonne société, collectionnait. Et elle collectionnait les tableaux. Et elle possédait des Poussins. Donc, une nouvelle fois, on a un tout petit lien entre Poussin et le Bernin à travers la maîtresse du Bernin, qui par la suite s'est mariée, a eu des enfants. Un des fils, vous le verrez, était avec lui à Paris en 1665. Donc là, il possédait plusieurs tableaux de Poussin. Et c'est dommage. Tout à l'heure, vous parliez du musée Fesch d'Ajaccio. J'ai en effet publié récemment un petit ouvrage sur le tableau qui appartenait au cardinal, le Midas d'Ajaccio, le très beau tableau dont je n'ai pas l'image ici. Tableau dont le cardinal Fesch, qui possédait des tableaux de Poussin très importants, ignorait qu'il était de Poussin, et c'est un tableau qui a été attribué justement à Poussin par Longhi dans les années 40-50. Donc la susdite dame Piccolomini possédait ce Midas aujourd'hui à Ajaccio. Elle possédait également un tableau capital, La Peste, qui est aujourd'hui au Louvre, tableau capital qui est entré ensuite dans les collections de Richelieu et dans les collections du roi. Il y a des problèmes d'image. Ah oui, il faudrait peut-être baisser la lumière. Oui, merci. Et ça, je ne sais pas le faire. Ça, je ne sais pas faire. Oui, voyons si on peut... Si on peut baisser la lumière, oui, je comprends l'idée. Oui, ça. Alors, voyons. Donc ça, c'est l'écran. Alors, ça doit être par là. Je n'aurais pas non plus. Non. Ah, oui, on va tout de suite voir. oui, parce que c'est vrai que l'image, du coup, est un petit peu... Donc, la susdite Costanza Piccolomini possédait plusieurs tableaux de Poussin importants, dont notamment La Peste. Et évidemment, elle devait connaître directement Poussin. Et comme elle était très proche, comme je viens de le dire, du Bernin, on s'aperçoit qu'en fait, ces deux mondes tellement opposés, celui du baroque, mot détestable à éviter à tout prix, et celui du classique, mot détestable employé à éviter à tout prix, ce sont des concepts inventés par des historiens de l'art, mais qui ne correspondent à aucune réalité. En tout cas, les artistes eux-mêmes ne peuvent que très difficilement être classés dans ces catégories facilement. D'ailleurs, de toute façon, pour faire une petite parenthèse, la signification de ces mots dans les langues étrangères est tout à fait différente. Les Allemands appellent Versailles un château baroque.
ce qui le terme baroque dans les langues ne peut pas se traduire identiquement. Et le terme classique a couvert toutes sortes de choses très variées. Par conséquent, évitons ces deux mots. Et je crois que le point sur lequel je vais m'étendre, bien sûr, celui des relations entre Poussin et Bernin, le vient confirmer. Alors, pour parler plus sérieusement de ces relations entre Poussin et le Bernin, vous avez sur l'écran le buste d'Alexandre VII, le successeur d'Innocent X, qui lui-même était le successeur d'Urbain VIII, par le Bernin naturellement. Ah, bravo, vous voyez? Oui, oui, très très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc ce buste magnifique, et très curieusement, Alexandre VII a tenu un journal qui, un journal assez détaillé des personnes qui venaient lui rendre visite ou des événements principaux de sa vie de pape. Ce journal, malheureusement, n'a été publié que partiellement. Il a été publié que partiellement, notamment par un très grand historien de l'art allemand réfugié au Vatican pendant la guerre qui s'appelait Richard Krautheimer, un grand historien d'art, mais sa publication est partielle. Et c'est bien dommage, et je n'ai pas eu le temps pour l'instant d'aller le consulter plus en détail. Il a été publié partiellement, il a été notamment publié pour la partie des relations entre Alexandre VII et le Bernin. Et on découvre qu'à 2 reprises, et donc à un moment très avancé dans la vie de Poussin, qui meurt, je vous le rappelle, en 1665, et Poussin étant d'ailleurs l'aîné du Bernin que de 4 années, puisque Bernin est né en 1598 et Poussin en 1594, à 2 reprises, le Bernin et Poussin vont ensemble voir le pape à Castel Gandolfo. Donc, ensemble, les 2 documents sont bien connus, sont bien connus, ne sont pas très bien connus, justement. Le premier est du 8 juin 1650, où il écrit, Alexandre VII écrit dans son journal « Cavaliere Bernino, Pusino, Bonaventura e il Mola sono stati da noi a dare seconda mano al nostro ritratto ». Donc, si vous voulez, il y a une petite réunion là autour d'un portrait du pape, sans doute peut-être celui que vous avez sur l'écran, et où on voit le Bernin et Poussin ensemble à Castel Gandolfo. Donc ils se connaissaient, et je répète, ils se connaissaient plutôt très bien, et nous verrons nous verrons surtout qu'ils se connaissaient, que Bernin avait joué un grand rôle dans justement la carrière de Poussin à son arrivée à Rome. Le second document est du 21 septembre 1663, donc 2 ans avant la mort de Poussin, où Alexandre VII mentionne à nouveau les noms réunis des 2 artistes. Il fait une petite coquille d'ailleurs, puisqu'il prénomme Poussin non pas Nicolas, mais il met P au lieu de N. Mais enfin bon, il faut ajouter à cela que l'écriture du pape est extrêmement difficile à lire, et que peut-être ce que nous avons jusqu'à présent lu P n'est en fait qu'un N mal écrit. Si on ne connaît donc pas l'opinion de Poussin sur le Bernin, Poussin, par exemple, ne le mentionne à aucune reprise. Il n'est jamais mentionné, le nom de Poussin n'est jamais mentionné dans sa correspondance, jamais. Si on ignore ce qu'il pense, que Poussin pensait de l'homme, nous verrons tout à l'heure qu'il y a une petite allusion cependant à son propos. L'inverse, comme je l'ai dit, n'est pas vrai. Bernin, à plusieurs reprises, a déclaré son admiration pour Poussin à l'occasion et surtout de son voyage en France de 1665, qui est un document tout à fait capital, sur lequel naturellement je vais m'étendre. Il faut cependant, ce voyage de 1665, le placer dans un contexte ce qu'on oublie toujours de faire. Vous savez que ce voyage a été un grand événement et qu'il a vraiment été une grande victoire de la part du roi, faire venir à Paris l'artiste officiel de Rome, que le pape, ce qui ne pouvait d'ailleurs se faire qu'avec l'autorisation du pape, était un grand exploit. Mais cette réussite, ce succès diplomatique, et artistique, politique, tout ce que vous voudrez de la venue à Paris du Cavaliere Bernino, doit être placé dans un contexte politique assez important. Les papes, Innocent X était plutôt hispanophile, Alexandre VII avait été élu, mais un petit peu contre l'avis de Mazarin puis de Colbert, donc c'est une élection qui s'est faite un peu contre le parti français, et il y a eu à ce moment-là ce qu'on appelle le fameux incident des gardes corses. L'ambassade de France, à l'époque, était comme aujourd'hui au Palais Farnèse et avait ses propres
policiers sa propre garde. Et le pape, au contraire, avait une garde corse très puissante et très agressive. Et il y a eu un incident assez violent avec mort. Et à ce moment-là, Louis XIV s'est mis en colère, a demandé des excuses. Il y a eu l'invasion d'Avignon, il y a eu la crainte d'une guerre entre les deux pays. Le pape essayait de louvoyer au mieux possible. L'ambassadeur de France à Rome, le duc de Créqui, a dû se réfugier dans son palais, sa femme est repartie pour la France. Ça a été un incident politique de toute première grandeur. Et il y a eu des négociations. Le neveu du pape, Flavio Chigi, le cardinal Flavio Chigi, est venu à Paris présenter ses excuses à Louis XIV. Il y a eu des dons de tableaux à cette époque, justement. Et naturellement, dans tout cela, il y avait le problème qui se posait de la prééminence française à Rome, naturellement contre le parti espagnol, et prééminence française très contestée, mais qui, pour Louis XIV, était absolument essentielle. Il a voulu à tout prix, à la suite d'un incident qui, après tout, bon, il n'était pas mineur du tout, puisqu'il y a eu mort d'homme, mais un incident qui, je n'ose pas dire banal, mais enfin un incident qui aurait pu très bien se régler à l'amiable. Il y a eu une véritable volonté politique de la part de Louis XIV d'imposer la prééminence française à Rome. Et dans les négociations secrètes qui ont eu lieu à ce moment-là, il y a eu ce voyage du Bernin à Paris. Ça fait partie des conditions pour que Louis XIV accepte les excuses du pape, que celui-ci autorise son grand homme, son grand artiste, son grand sculpteur, son grand architecte, celui en qui il avait mis toute sa confiance, ou du moins c'était ses prédécesseurs plutôt, mais lui aussi, bien sûr, le Tout-Puissant, qui l'autorise à venir à Paris. C'était un grand voyage à l'époque de venir à Paris. Le Bernin, en 1665 à 67 ans. C'était un grand voyage. Bien sûr, les conditions financières proposées au Bernin étaient fastueuses et elles étaient absolument hors de toute norme. On lui a promis tout ce qu'il voulait et en effet, il a été très largement payé à ce sujet. Ce voyage, donc de 1665, avait un triple but. Un triple but qui était, premièrement, de faire le buste de Louis XIV. Je ne sais pas si la position arrive tout de suite, là. Je vais un peu trop loin, là, un peu trop vite. Premièrement, de faire le buste de Louis XIV, nous le verrons. Deuxièmement, de faire la grande statue équestre du même Louis XIV. Et troisièmement, et surtout, de proposer à Louis XIV des plans pour le Louvre. Nous sommes avant Versailles, à l'époque où le roi pense s'établir au Louvre et où il veut faire du Louvre le grand palais qui manque à la royauté. Et déjà, il y avait eu des tentatives pour ces plans. Auparavant, on avait fait déjà appel à des architectes italiens célèbres pour justement proposer des plans pour ce Louvre, mais naturellement, c'était Bernin, la grande figure. Et quand on évoque le voyage de Bernin à Paris, ce qui est coutumier, il y a eu plusieurs livres qui ont été consacrés à la question, quand on évoque ce voyage, c'est surtout cet aspect-là qui a retenu les historiens de l'art. Les plans du Bernin pour le Louvre. Ces plans qui, comme vous le savez, c'est un sujet immense, bien sûr, qui voulait que l'entrée du Louvre se fasse par la colonnade, par ce qui est devenu par la suite la colonnade, projet qui, à mon avis, un jour renaîtra. Je ne suis pas certain que les plus jeunes d'entre nous ne verront pas une nouvelle entrée du Louvre du côté de la colonnade, ce qui, à mon avis, soulagerait de beaucoup les problèmes d'entrée dans le musée. Enfin, c'est une parenthèse. Donc, c'était des plans très importants et c'était pour cela qu'on le faisait venir. Et en effet, dans la correspondance, cet aspect-là est tout simplement crucial. Alors, le problème, c'est que, donc, c'est que le Bernin ne parlait pas français et qu'il lui fallait un interprète et un guide. Et le roi, Louis XIV, a tout de suite pensé à un personnage très intéressant qui s'appelait Paul Fréard de Chanteloup, qui est né en 1609 et mort en 1694. J'aurais bien voulu vous montrer une image de Paul Fréard de Chanteloup, mais je n'en ai pas trouvé. C'est très curieux, autant son frère, qui est grand spécialiste d'architecture, Chambray, est connu on connaît ses traits par plusieurs images. Je n'ai pas vraiment de portrait de Chanteloup. Personnage très important qui connaissait l'italien, qui parlait très bien italien, qui avait été à Rome à 2 reprises, où il avait rencontré et le Bernin et Poussin. Il l'avait vu en 1640 et en 1642 à Paris, en fait. Mais enfin, donc, c'était l'interprète et le guide idéal. C'était un personnage très intéressant. Il était maître d'hôtel du roi depuis 1647 et il avait été déchargé de ses fonctions pour justement prendre en charge le Bernin, qu'il a, pour ainsi dire, accompagné tous les jours.
Il ne l'a pas quitté pendant les 6 mois du séjour, un peu moins de 6 mois du séjour du Bernin à Paris. Et il a tenu, fort heureusement, un journal qui est absolument passionnant. C'est un des documents les plus intéressants qui soit sur la vie parisienne de 1665, sur ce que l'on pouvait voir, sur le roi, sur la cour, sur les monuments parisiens, et, parce qu'on entend parler Bernin. On l'entend parler, Chanteloup ne fait rien d'autre que de le faire parler et de retranscrire ce qu'il dit. Et on voit bien qu'il parlait très bien italien, parfois il y a des citations en italien dans son journal. Et ce journal-là, évidemment, est un document absolument capital pour tous ceux qui s'intéressent notamment à l'architecture et au Louvre. Ce journal a été publié une première fois par Lalanne au XIXe siècle, en 1885, un livre très rare que je n'ai pas, et a été republié à plusieurs reprises. L'édition récente, celle dont je vais faire usage maintenant, qui est parue en 2001, par Milovan Stanic, est une excellente édition, assez bien illustrée. Mais vous verrez, si vous utilisez un de ces ouvrages consacrés au journal du voyage, c'est toujours l'architecture qui prime, plus que proprement dit, ce qui va faire l'objet de ma conférence. Et en fait, le Bernin donc, est très actif, on le voit à l'œuvre, vous l'entendrez parler là très régulièrement. Et en fait, l'aspect qui m'intéresse, moi, dans cela, c'est l'intérêt que, pendant ce voyage, le Bernin a porté à Poussin. Paris ne lui plaît pas beaucoup, les artistes parisiens de l'époque lui paraissent assez médiocres. Bien sûr, la vie de cour le passionne, mais ce qui l'intéresse, c'est de voir le maximum de tableaux de Poussin. Et à l'époque, Paris en possédait déjà beaucoup. Bien sûr, les tableaux de Poussin qui étaient à Rome, Bernin les connaissait, mais à Paris, sa distraction, son emploi du temps, sa passion, c'est de voir des Poussins. Et vous allez voir que tout au long de son séjour, il fait en sorte d'en voir le plus grand nombre et il leur consacre un temps considérable. Et il les examine, il les regarde avec une attention, une concentration, une admiration assez étonnante. Et alors, je voulais vous montrer une page de ce journal de voyage dont le manuscrit original n'est pas connu. Ça, c'est l'exemplaire qui est toujours utilisé, qui est celui de l'Institut de France. Il y a un second exemplaire de ce journal, sans grande variante, à l'Institut néerlandais, ici à Paris également. En tout cas, c'est un journal très lisible. L'écriture du pape Alexandre VII n'a rien de comparable et n'est pas aussi lisible que celle-là, hélas. Donc, Chanteloup, donc les 3 grands projets parisiens du Bernin, ce pourquoi on le fait venir, c'est le buste du roi, l'admirable buste de Louis XIV de Versailles, grand chef-d'œuvre. La diapositive ne lui rend pas la justice, mais vous le connaissez tous, qu'il mérite. C'est le buste du roi, un des grands chefs-d'œuvre de Bernin. Naturellement, l'exécution de ce buste joue un grand rôle dans son journal. C'est la statue équestre qui est au fond des jardins de Versailles, qui, comme vous le savez, a été vandalisée il y a quelques années. On ne peut pas la juger telle qu'elle est aujourd'hui. Elle a été reprise, retravaillée, ainsi par la suite. Le modello, le Bozzetto, qui est à la Galleria Borghese à Rome, donne en effet plus justice de ce que le Bernin voulait véritablement créer. Puis je vous montre un des dessins, un des projets pour le Louvre. Vous voyez que son idée, c'était évidemment une façade articulée, une façade qui n'a rien à voir avec l'actuelle colonnade que vous connaissez. Et vous savez qu'il y a eu une grande querelle par la suite pour écarter les projets du Bernin au profit de ceux qui ont été réalisés. La colonnade actuelle, qui est un autre grand chef-d'œuvre. Et naturellement, les historiens de l'architecture en ont tiré toutes les conclusions que vous pouvez vous imaginer sur en effet les conflits idéologiques, enfin de conception architecturale entre les Français de l'époque et la Rome de l'époque. Donc voilà les 3 grands projets du Bernin pendant son séjour parisien. Alors ce séjour parisien, il est luxueux, il se passe dans des conditions de grande admiration, de grande politesse, de grande révérence, mais je vais le traiter évidemment que sous l'aspect des relations, que sous l'aspect Poussin. Quand je dis que sous l'aspect Poussin, c'est considérable. Poussin est évoqué un nombre de fois considérable dans le journal, et parfois avec des commentaires très longs. Alors, Bernin arrive à Paris, je ne sais plus, le tout début juin 65, et dès le 13 juin 65, le voilà devant un tableau de Poussin. Alors, je vous lis tout de suite le passage qui est consacré à ce tableau, ou du moins qui est la première intervention du Bernin consacrée à Poussin.
Sur les 5 heures du matin, le cavalier, Bernin naturellement, m'a envoyé prier qu'il pût aller voir les maisons des pères jésuites. J'ai envoyé quérir le carrosse du roi, vous voyez, Bernin se promène avec moi, et après avoir entendu la messe avec lui au père de l'oratoire, nous sommes allés au noviciat des jésuites où il a entendu encore une messe, laquelle finie, il s'est mis à considérer le tableau du grand autel et a dit qu'il lui semblait qu'il était de Poussin. Il l'a trouvé fort beau et l'église aussi. Il l'a trouvé fort beau et l'église aussi. C'est un tableau de trait qui est au Louvre, bien sûr, vous le connaissez. Puis plusieurs choses à dire, le sentiment religieux de Bernin se connu, il était très pieux, très pieux. Ceux de Poussin, comme je l'ai dit précédemment, sont du domaine de l'hypothèse, de la discussion, à ce moment très vive. Je vous rappelle qu'au moment de l'exposition Poussin de 1994 au Grand Palais, il y a eu une querelle assez amusante, une vraie querelle, si j'ose dire, mais très courtoise, bien sûr, entre Marc Fumaroli, le professeur ici même, et Jacques Tuillier, professeur ici même également, le premier défendant un Poussin croyant, ou du moins un Poussin peignant des tableaux où la veine religieuse était essentielle, le second, je veux dire Jacques Tuillier, plaidant pour un Poussin athée, attiré au contraire par tout ce qui était un peu ésotérique, tout marginal, etc., etc. Grande querelle dans le Figaro, je me souviens, avec des pages, plusieurs pages, et qui étaient très amusantes et qui montraient que ce grand homme, je veux dire, savait jouer sur l'ambiguïté dans la représentation de ces tableaux. Ce tableau-là, évidemment, est un tableau qui a été très important. L'église où il était avait été construite par Sublé-Desnoyers, elle avait été construite par Martelange sur les ordres de Sublé-Desnoyers, qui était le ministre des Finances de l'époque, si j'ose dire, les ministres de la Culture de l'époque. Une église qui a été malencontreusement détruite depuis. Et le tableau lui-même est un tableau très difficile, très sévère, mais admirable, qui représente en effet Saint François Xavier, rappelant à la vie la fille d'un habitant d'une ville du Japon. C'est un tableau Saint François Xavier. C'est un tableau très impressionnant que Poussin a peint pendant son séjour à Paris. Et c'est la raison pour laquelle Bernin ne pouvait pas le connaître. C'est un tableau du séjour parisien, donc entre 1640 et 1642. Un tableau que Bernin, dès le départ, trouve très beau. Nous sommes le 15 juin. Quelques semaines plus tard, là, l'épisode n'est pas vraiment lié à Poussin, il est du moins indirectement lié à Poussin. Le passage est le suivant. Monsieur Colbert étant passé dans la grande galerie et ayant trouvé de jeunes garçons qui dessinaient d'après Monsieur Poussin, il a regardé leurs dessins et m'a demandé si je savais qu'il, c'est-à-dire Colbert, allait faire une académie à Rome. Je lui ai répondu qu'il m'avait déjà dit qu'il y enverrait M. Érard, lequel aurait soin de conduire les jeunes peintres. Il a ajouté que pour la sculpture, M. Le Cavalier avait dit qu'il recevrait avec lui ceux qui voudraient aller étudier. Donc c'est une phrase assez importante qui est liée à la fondation de l'Académie de France à Rome, la Villa Médici actuelle, Palais Mancini à l'époque, où on voit en effet le Bernin se promenant dans la grande galerie que Poussin avait laissé en chantier. C'est un des échecs de Poussin que la non-réalisation de la Grande Galerie du Louvre pendant son séjour parisien de 1640-1642. Il est dans la Grande Galerie, il voit de jeunes artistes en train de dessiner et à ce propos, Colbert annonce plus ou moins qu'il a décidé la création de l'Académie de France à Rome et Bernin est donc témoin de cet événement capital et dit qu'il s'occupera des sculpteurs. Et alors je vous montre un dessin, un des projets qui est une copie d'après Poussin, pour un des panneaux de ce qui aurait été la grande ambition. Poussin, il faut le rappeler, est un peintre de tableau de chevalet, à une époque où priment à Rome les peintres qui sont capables de peindre des plafonds. Peindre un plafond, c'était considéré à Rome au XVIIe siècle comme l'exploit majeur. Peindre quelque chose, la hiérarchie des genres que ne comprend plus aujourd'hui, a joué un rôle absolument essentiel, y compris pour Poussin, qui l'acceptait, qui voulait qu'un peintre capable de faire une nature morte, c'était un bon peintre, mais peindre ce que l'on avait sous les yeux, c'était relativement facile. Alors qu'au contraire, peindre un tableau d'un sujet qu'on ne voyait pas, la mort de la Vierge ou la mort de Germanicus, c'est déjà plus difficile puisque c'est l'imagination qui compte. L'imagination, l'invention, la transposition d'un texte en une image par l'intermédiaire du dessin, en général par l'intermédiaire du dessin. Mais que le sommet pour tous les
artistes du XVIIe siècle et pour tous les critiques du XVIIe siècle, pour tous les connaisseurs de l'époque, c'était de peindre quelque chose qu'on ne voyait pas et qu'on ne voyait pas pendant qu'on le peignait. C'est-à-dire, peindre un plafond suppose non seulement d'inventer ce que l'on peint, mais ça suppose aussi de l'inventer pour ceux qui sont au sol. Par conséquent, d'où le prestige énorme à Rome au XVIIe siècle de Pierre de Cortone, la jalousie qu'il y a eu entre Pierre de Cortone et Poussin, et le fait qu'assez vite, Poussin a compris qu'il n'était pas l'homme de ces grands plafonds, qu'il était l'homme des tableaux de chevalet d'une taille réduite, si j'ose dire, et que c'était ça son domaine, et qu'il ne fallait pas sortir de ce genre, sinon à ses risques et périls qu'il a affrontés quand il était à Paris entre 1640 et 1642. Au départ, il ne voulait pas peindre la Grande Galerie, mais ça lui a été imposé. Et au fond, cette grande galerie qu'il a laissée inachevée a été son plus grand échec de carrière. Son plus grand échec de carrière. Nous sommes maintenant au 24 juillet. Il a sur cela, je pense, il a sur cela demandé au cavalier s'il avait vu mes tableaux. Le il en question, c'est un proche de Colbert. J'ai dit que non. Mes tableaux, c'est-à-dire ceux de Chanteloup. J'ai dit que non. Et il s'en est sitôt étonné qu'il ne le pouvait pas croire. Il a exalté mes 7 sacrements. J'ai pris la parole et dit que j'avais un tableau de Raphaël et quelques copies d'après lui. Le cavalier a dit qu'il y avait beaucoup de tableaux qu'on pouvait faire passer pour être de Raphaël, qui n'en étaient pas, qu'il était mort jeune et avait presque toujours travaillé à fresque. Je n'ai point insisté, au contraire. Je vous montre ici le tableau, un tableau qui n'a pas appartenu à Chanteloup, mais dont Chanteloup possédait une seconde version qu'il pensait être de Raphaël et qui a disparu, qui est passé en vente à Londres dans les années 60-70 et qui a depuis lors disparu et que j'essaie désespérément de retrouver pour voir si, par chance, Chanteloup n'avait pas raison et si sa version, qu'il avait achetée à grand prix à Bologne, n'était pas l'original du tableau des Offices de Florence que beaucoup de critiques, de spécialistes de Raphaël aujourd'hui considèrent comme une œuvre d'atelier. Nous avançons maintenant, et c'est le grand moment au fond de sa visite, nous sommes maintenant au moment, et voilà justement, je vais faire marche arrière, vous voyez, ça c'est le tableau de Raphaël, et voici un tableau qui a appartenu un peu la manière dont Poussin transpose une idée de Raphaël en un tableau qui maintenant est un des deux ravissements de Saint-Paul qu'il a peint, l'autre il l'a peint pour Scarron, celui-là il l'a peint pour Chanteloup, et vous voyez un peu la manière dont Poussin essaie de sortir du piège raphaëlesque en inventant une idée nouvelle. Il a donc demandé à venir chez moi, chez moi ça veut dire chez Chanteloup, il était 8h30, son fils, Bernin avait 2 enfants, un était entré dans les ordres et l'autre était sculpteur. Son fils et Mattia était avec lui. Mattia était un autre sculpteur. Son fils Mattia, c'est Mattia de Rossi, et son fils se prénommait Paolo. Il est entré d'abord dans l'antichambre où il a considéré un buste qui a été fait de moi à Rome. Il a jeté les yeux sur une copie d'après le dominicain où il a été donné quelques coups dans la tête d'une jeune fille, ce qui a crevé la toile. Il a dit en riant, voyant cela, « È stato ritoccato troppo fortemente », c'est-à-dire que comme il y avait un truc, ritoccato, il y a un jeu de mots là-dessus, elle a été retouchée ou même frappée un peu trop fortement. Il a un peu considéré le tableau du maire, du maire, c'est le maire Poussin, et a dit que les architectures en étaient bien. Et il a ensuite passé dans la petite salle où sont les copies de Raphaël. Il les a toutes examinées les unes après les autres. Je lui ai fait regarder celle copiée par Mignard, puis la Vierge au chat copiée par Chic. Chic, napolitain, c'est fait un artiste qui s'appelle Francesco Graziani. Il a dit, c'est de ces sortes de copies que je fais du cas. Il a encore considéré la Vierge de Piété d'Annibal Carrache et m'a demandé qu'il avait copié. Je lui ai dit que c'était d'un nommé Lemaire. Vous voyez, c'est donc cette copie que je vous montre
de Pierre Lemaire, qui conservait au Mans, qui est la ville natale de Chanteloup, donc il y a une logique à ce que cette œuvre soit au Mans. Je lui ai dit que c'était un nommé Lemaire. Il s'est attaché après au portrait de Léon X, qu'il a considéré très longtemps, et puis il a dit que Raphaël avait peint ce portrait à la manière de Titien. On a admiré la vérité, la grandeur de manière et la beauté, le velours, le damas, et a dit c'est la plus grande et dernière manière de Raphaël, et plus grande même que celle de cette Vierge, montrant la Vierge de Mignard, et plus grande même que montrant la Vierge de Mignard. Il a considéré fort longtemps celle de Poussin, sans demander de qui, et tous l'ont loué, l'ont loué beaucoup de sa beauté et de sa grandeur. De là, il a été dans la petite chambre et a considéré, avant que d'y entrer, le portrait de M. Poussin, que je vous avais déjà vu tout à l'heure, et bien longtemps. Et après a demandé de qui il était. Je lui ai demandé à lui s'il connaissait le visage. Il a dit que c'est le signor Niccolo Poussino. Alors j'ai dit que son portrait était de sa main, qu'il n'était pas habitué à en faire. Il a dit qu'il croyait que ce fut l'unique qu'il eût fait. Vous verrez tout à l'heure que le même Bernin verra l'autre autoportrait de Poussin. Donc pour lui, c'est une surprise de voir ce tableau. Il connaissait l'œuvre de Poussin, mais il ignorait qu'il avait fait des portraits. Et devant celui-là, ils l'ont tous admiré. Et après, ils se sont passés dans la petite chambre. Je lui ai dit qu'il y avait là quelques copies dans les originaux, étaient à Richelieu. Donc vous voyez, Chanteloup possédait des copies des fameuses bacchanales Richelieu. Là, je vous montre l'original d'une de ces bacchanales qui est conservée à la National Gallery de Londres. Il a considéré la première bacchanale, où sont ces masques jetés par terre, et un bon quart d'heure, tout au moins. Il en a trouvé la composition admirable. Après, il a dit « Veramente quell'uomo è stato un grande historiatore e grande favoleggiatore ». C'est là que vient la phrase. Un grand historien, un grand inventeur, un grand favoleggiatore. C'est un mot magnifique pour définir l'œuvre de Poussin. Le tableau lui-même, donc Chanteloup en possédait une copie était donc. Il passe beaucoup de temps à regarder les tableaux. Contrairement à nous, les amateurs du XVIIe siècle savaient s'arrêter devant un tableau. Ils savaient qu'ils ne les reverraient pas si facilement et ils leur consacraient beaucoup de temps. Une chose que nous avons perdue de vue et que nous devrions garder en mémoire lorsque nous voyons des tableaux anciens. Alors. Il a regardé après et très longtemps cet Hercule qui porte des janires, c'est un tableau qui est perdu quand on connaît la composition par l'image que vous avez sur l'écran, puis a dit « Questo è bello », s'est remis à le considérer à nouveau, puis a ajouté « Ho fatto l'ercole molto svelto e quei putti ancora che portano la clava e la pelle ». Pour les bacchanales, alors il revient aux copies des bacchanales que Chanteloup possédait. Pour la bacchanale du triomphe de Bacchus, il a dit qu'il ne l'eût pas prise pour être de Poussin. De la troisième, qui a été une troisième pour ma part, qui est l'original est conservé à la National Gallery de Londres, ce qui n'est pas accepté par tous les spécialistes de Poussin, qui est de la troisième qu'il examina encore très longtemps. Il en loua les terrasses, les arbres et toute la composition, répétant encore « Oh, il grande favoleggiatore ». Il est passé dans la salle où sont les 7 sacrements, où il n'y avait de tableau découvert que la confirmation. Donc ça, vous savez que Poussin a peint 2 séries de sacrements. Une première série pour Cassiano del Pozzo, série qui est en ce moment qui est passée en Angleterre et dont certains tableaux sont en ce moment en vente. Tout récemment, Cambridge en a acheté un, il en a Fort Worth. Donc, et jaloux, Chanteloup a souhaité à son tour avoir une série de sacrements, qui n'a pas été facile pour. Il a eu beaucoup de soucis, beaucoup de mal à convaincre Poussin de peindre une seconde série de sacrements. Et c'est cette seconde série de sacrements que vous allez maintenant voir sur l'écran. C'est naturellement la première série de sacrements qui était conservée à Rome chez Cassiano del Pozzo. Bernin la connaissait. La seconde, il devait la connaître également, mais peu, parce que les tableaux, à peine les avait-il achevés l'un après l'autre, que Poussin se voyait contraint de les envoyer à son commanditaire. Donc la confirmation, où il n'y avait de tableaux découverts que la confirmation. Découverts pourquoi? Les tableaux des sacrements, les tableaux de Poussin chez Chanteloup étaient recouverts d'un rideau. Et on enlevait le rideau quand on voulait voir le tableau. Les tableaux n'étaient pas exposés comme dans un musée aujourd'hui, ils étaient sous un rideau et on les découvrait l'un après l'autre. Il l'a regardé avec grande attache et il dit «
ha imitato il colorito di Raffaello in quel quadro, c'è un bel historiare, che devozione, che silenzio, che bellezza a quella puta. C'est la jeune fille qui est sur la droite. Vous voyez, la dévotion et le silence qui l'impressionne, le silence. C'est assez remarquable. Son fils et Mattia ont admiré le jeune Lévite, puis cette femme vêtue de jaune, puis toutes les figures les unes après les autres. J'ai fait découvrir après le mariage, qu'il a considéré comme il l'a fait le premier, sans rien dire, rangeant le rideau qui couvrait une partie d'une figure qui est derrière une colonne. Puis il a dit, c'est Saint Joseph et la Vierge. Le prêtre, a-t-il ajouté, n'est pas vêtu comme un prêtre. Je lui ai répondu que c'était avant l'établissement de notre religion. Il a reparti qu'il y avait néanmoins de grands prêtres dans le judaïsme. Ils en ont admiré la grandeur et la majesté, ont considéré la tonalité avec une très grande attention, puis, venant au particulier, ont admiré la noblesse et l'attention de ces filles et femmes qu'il a introduites à la cérémonie, et entre autres, celle qui est cachée à moitié d'une colonne. Vous voyez, c'est celle à l'extrême gauche. Ils ont vu après la pénitence, qu'ils ont aussi regardé très longtemps et admiré. Cependant, j'ai fait descendre, donc les tableaux étaient accrochés en seconde file, l'extrême-onction et les fait mettre près de la lumière, afin que le cavalier la pût mieux voir. Il l'a regardé debout quelque temps, puis il s'est mis à genoux pour la mieux voir, changeant de fois à autre de lunettes, il portait des lunettes donc, et montrant son étonnement sans rien dire. À la fin, il s'est relevé et il a dit que cela faisait de la même effet qu'une belle prédication qu'on écoute avec attention fort grande et dont on sort après sans rien dire, mais que l'effet s'en ressent au-dedans. Donc vous voyez l'extraordinaire attention que Bernin porte au tableau, la manière qu'il a de les lire, de les comprendre, de leur consacrer beaucoup de temps. J'aurais dû vous dire auparavant que donc, les sacrements qui appartenaient à Chanteloup ont été offerts par Chanteloup à Louis XIV à sa mort. Louis XIV n'a pas voulu les acquérir, les enfants Chanteloup n'ont pas voulu non plus, n'ont pas convaincu Louis XV de les acquérir. Ils ont fait partie de la collection du duc d'Orléans. La collection du duc d'Orléans, naturellement, est partie en Angleterre sous la Révolution, et ces tableaux sont en ce moment, appartiennent toujours au duc de Sutherland et sont en dépôt au musée d'Édimbourg, dont ils sont une des gloires. Les deux séries de sacrements ont été en France, les deux séries de sacrements sont passées en Angleterre, et ce sont évidemment pour les grands manques des collections nationales en ce qui concerne Poussin. Cependant, j'ai fait descendre l'extrême-onction et les fait mettre près de la lumière, afin que le cavalier, il l'a regardé debout quelque temps, puis s'est mis à genoux. Ça, je vous ai déjà lu ce passage. J'ai fait apporter après le baptême. Non, je vais montrer le baptême. J'ai fait apporter après le baptême, aussi auprès de la fenêtre, et j'ai dit au cavalier que c'était une aube du jour, Il l'a considéré quelque temps assis, puis s'est remis à genoux, a changé de place de temps en temps pour le mieux voir, tantôt à un bout, tantôt à l'autre. Puis il a dit « Celui-ci ne me plaît pas moins que les autres », a demandé si je les avais tous les 7. Je lui ai dit que oui. Il ne s'est point lassé de regarder ces tableaux pendant 1 heure durant. Après, mais s'étant levé, il a dit « Vous m'avez dato oggi un grandissimo disgusto, mostrando la virtù d'un uomo che mi fa conoscere che non so niente ». Donc, vous m'avez donné un grand dégoût de moi-même en me montrant que je ne suis rien par rapport aux œuvres de l'homme que vous m'avez fait connaître. Je lui ai répondu qu'il devait être satisfait d'être arrivé au comble de la perfection de son art et que ses ouvrages allassent de pair pour ceux des antiques. Vous voyez donc que Chanteloup est capable de faire des grands compliments, mais tout à fait sincères à l'égard de Bernin. Chanteloup est capable d'admirer et le Bernin et Poussin. Je lui ai apporté après le petit tableau de Raphaël qu'il a considéré, je vous ai déjà montré tout à l'heure une image, fort longtemps, se retournant une fois à autre vers l'extrême-onction. Puis il a dit «
io stimo questi quadri come se fossero di qualsiasi voglio pittore che sia stato al mondo. Voyant qu'il demandait sur quoi était peint le tableau de Raphaël, je l'ai tiré de sa boîte, donc le tableau de Raphaël était dans une boîte, pour lui montrer que c'était sur une table de bois avec des traverses. Je lui ai fait remarquer avec combien de force il est peint. Il a dit que cela est d'autant plus extraordinaire que ce tableau est fini. Il a vu après que les deux autres sacrements, après les deux autres sacrements, il les a considérés avec pareille attention que les précédents. Il y a dans l'ordre une espèce une espèce de tout. Le montrant, il a dit en riant qu'elle me plaisait beaucoup, ressemblant au trait, au toit à la française. Attendez, alors là justement c'est le petit parallèle qui est intéressant entre l'extrême onction et le tableau de Raphaël. Vous voyez, qu'il souhaite regarder l'un et l'autre ensemble. Alors ensuite justement le baptême que je vous ai montré, et puis donc l'ordre, et puis enfin le dernier qu'il voit c'est la scène. Elle a plu beaucoup au cavalier. Il en a fait remarquer au seigneur Paolo et Mattia la beauté des têtes, toutes les unes après les autres, et l'harmonie de la lumière. Il reprenait tantôt l'un, tantôt l'autre, puis il a dit si j'avais à choisir un de ces tableaux, je serais fort empêché. Et montrant celui de Raphaël avec les autres, je ne saurais, a-t-il dit, lequel choisir. J'ai toujours estimé le seigneur Poussin, et je me souviens que le guide me voulait mal de la façon dont je parlais de son tableau du martyr de Saint-Érasme, qui est dans Saint-Pierre. Et ayant à son gré trop exagéré la beauté à Urbain VIII, à qui je dis se io fosse pittore che quel quadro mi darei grande mortificazione. Alors c'est un document, c'est un grand génie, et avec cela, il a fait sa principale étude sur l'antique. Alors il y a plusieurs choses à tirer de ce petit passage. D'abord, la principale étude sur l'antique, nous verrons que c'est une chose essentielle pour Poussin comme pour Le Bernin. L'autre chose, c'est qu'évidemment, nous apprenons par ce passage que le martyr de Saint-Érasme, le tableau de la jeunesse de Poussin, qu'il a peint donc pour Saint-Pierre en 1628, pour Saint-Pierre de Rome, à la demande d'Urbain VIII, que ce tableau-là n'a pas été une mince affaire, qu'il y a eu une grande résistance, notamment de la part de Guido Reni, qui était à l'époque un artiste tout aussi vénéré que Pierre de Cortone, et qu'en un certain sens, lui, Bernin, à cette époque, le jeune Poussin arrivé à Rome depuis peu, il l'a soutenu, il l'a défendu, et qu'en conséquence, cette admiration qu'il porte à Poussin est une chose qui n'est pas une admiration d'un Poussin déjà consacré, mais c'est une admiration célèbre, parce qu'en 1665, c'est l'année de la mort de Poussin, je vous l'ai déjà dit, en 1665, Poussin est déjà mondialement connu, si j'ose dire, mais que dès son arrivée à Rome, Bernin a compris le génie de l'artiste et l'a défendu dans un contexte romain qui était au fond très opposé à la conception de la peinture que Poussin allait imposer et allait défendre. C'est un grand génie, avec cela il a fait, c'est un grand génie, dit Bernin, à propos déjà du martyr de Saint-Érasme. Donc nous sommes là à la fin de la visite la visite du Bernin chez Chanteloup, et il lui dit Vostro Signore deve credere che ha una gioia in questi quadri che nessuno rispetto mai deve mandar via. Donc il est très ému par cette visite, et le soir même, après dîner, ils se promènent ensemble aux Tuileries avec Mattia, je veux dire Chanteloup, son fils et son assistant sculpteur, aux Tuileries. Ils admirent le plafond, la soirée tombe, et puis ils bavardent ensemble. Nous sommes le 26 juillet, un dimanche. Subitement, il change de ton et il dit, puis changeant tout à coup de propos, non mi posso levare del pensamento questi suoi quadri, m'a-t-il dit. Donc il n'arrive pas à oublier ces tableaux qui pour lui l'ont profondément ému et qu'il a profondément admiré. Donc cette visite est absolument cruciale de nombreux points de vue, non seulement parce qu'il admire ces tableaux, non seulement parce qu'il leur consacre beaucoup de temps, non seulement parce qu'il les comprend, que ce sont des tableaux difficiles,
Après tout, les sacrements, c'est un sujet qui avait été très peu abordé. Pourquoi les 7 qui sont en même temps les moments de la vie de l'homme, ce sont des tableaux avec une dimension religieuse, bien sûr, mais bien plus que ça. Ce sont des grands épisodes de la vie humaine, et chaque tableau est une véritable réflexion sur ce qu'est le baptême. Et de tout cela, Bernin est tout à fait conscient, avec une intelligence tout à fait étonnante, et qui va tout à fait à contre-pied de tout ce que l'on a pu dire sur la manière dont les tableaux de Poussin demeuraient peu connus, mal compris. Nous passons au 29 juillet. Monsieur Colbert m'a demandé si le cavalier avait vu mes tableaux et ce qu'il en avait dit. Je lui ai répondu qu'il les avait vus et loués avec exagération, les estimant autant, a-t-il dit, que ceux de quelques peintres qui étaient. Il a réparti qu'il en était bien aise, qu'au moins avait-il loué quelque chose en France. Et vous voyez à quel point, justement, il y a contraste entre cette admiration totale de Bernin pour Poussin et le fait qu'en fait, Bernin est extrêmement sévère pour l'architecture parisienne et surtout pour les autres peintres dont on lui montre les passés. Car j'avais ouï dire, a-t-il ajouté, il s'agit de Colbert, qu'il ne louait pas M. Poussin ni M. Poussin les ouvrages du cavalier. Vous voyez, c'est la seule remarque que l'on ait sur la réciproque, si j'ose dire, les sentiments de Poussin à l'égard du cavalier. Que donc le Poussin ne louait pas les ouvrages du cavalier. Je lui ai rapporté le discours qu'il nous avait fait touchant le tableau de Saint-Érasme de Saint-Pierre. Donc vous voyez, il rappelle à Colbert l'admiration que Bernin a pour Poussin dès les débuts de Poussin à Rome, dès le Saint-Érasme de Saint-Pierre, pour bien montrer que de ce côté-là, les choses sont très très claires. Nous sommes maintenant au 5 août. Colbert joue un grand rôle dans cette correspondance. On montre à Bernin des tableaux de Romanelli, l'artiste italien qui a travaillé considérablement en France, notamment pour l'actuelle Bibliothèque nationale. Il a ajouté, c'est Colbert, qu'on disait qu'il n'avait presque pas regardé le tableau du noviciat. Je lui ai dit que non, le tableau du noviciat, vous l'avez déjà vu. Non, je fais marcher. Non. Si vous voulez, à ce moment-là se passe un épisode assez intéressant qui est que la discussion tourne autour, en effet, de Guido Reni et que Poussin n'aime pas, et du dominicain, qui à l'époque est moins connu que Guido Reni, et que Poussin préfère à Guido Reni. Et la discussion tourne sur cette préférence très marquée de Poussin pour le dominicain, que la Rome de l'époque, au contraire, considérait comme le grand artiste avec Pierre de Cortone. Alors je vous montre à ce sujet justement les 2 tableaux qui justement ont opposé le dominicain et Guido Reni, les 2 tableaux de San Gregorio Magno, le tableau du dominicain, la flagellation de Saint-André, et celui de Guido Reni, le martyre de Saint-André. C'est ce que je voulais vous montrer avant justement de revenir aux 2 tableaux peints par Poussin à Paris. L'un que vous avez déjà vu, le premier tableau de Poussin que Bernin voit à Paris, et le second que Poussin peint pour Saint-Germain, pour le roi, et qui fait aussi l'admiration du Bernin, malgré le fait que c'est un tableau extrêmement austère. Extrêmement austère et dont l'iconographie pose toutes sortes de problèmes. Tableau dont Bernin dit aussi le plus grand bien. Nous arrivons maintenant à la visite chez un autre collectionneur de l'époque. J'ai proposé au cavalier de voir quelques tableaux qui étaient là chez un marchand, sans dire de qui, et nous sommes montés chez le sieur Cérisier, que j'ai prié de me faire voir le tableau de la reine Esther. Vous voyez, c'est donc le tableau de l'Ermitage qui appartenait à Cérisier. Autre grand collectionneur, les grands collectionneurs parisiens de Poussin sont naturellement Chanteloup, Pointel, Cérisier. Ce sont les grands amateurs que le cavalier Bernin va voir. Donc il voit l'Esther et Assuérus de l'Ermitage, aujourd'hui à l'Ermitage. Ayant levé le rideau, vous voyez, toujours les tableaux sous rideau, qui le couvraient, le signor Paolo a dit d'abord, et les du signor Poussin. Son père l'a regardé longtemps, sans rien dire, et avec de très grande attention, puis il a dit « Voilà un très beau tableau, et peint de la manière de Raphaël. » Il lui a montré après sa Vierge. Le tableau est perdu,
mais à mi-corps, qu'il a regardé aussi assez longtemps et a dit qu'il ne fallait pas voir celui-là après l'autre. Donc il n'aime pas la Vierge. Il a vu ensuite le portrait. Donc il découvre subitement que Poussin a fait 2 autoportraits, alors qu'il ignorait qu'il en avait peint, du temps avant qu'il ne vienne en France. Il a ensuite vu le portrait de M. Poussin de peint de sa main. Il a d'abord remarqué qu'il ne ressemblait pas tant que celui que j'ai. Sur cela, j'ai demandé un autre tableau, car on ne les voyait que les uns après les autres. Il a fait signe de laisser encore ce portrait, et il l'a regardé avec une attention très grande, et à quelque temps, disant une seconde fois de l'ôter, il a demandé de le lui laisser encore. Donc il passe un grand temps à admirer le second autoportrait de Poussin. Après, le sieur Cérizier a montré les 3 petits paysages qu'il possédait. C'est un des problèmes les plus compliqués qu'il y ait en ce moment pour la reconstitution de l'œuvre peinte de Poussin. Poussin a peint de nombreux petits paysages qui ont disparu. Je vous en montre un. Il n'est pas du tout certain que ce soit un de ceux que Bernin admire chez Cérizier. Ces 3 paysages aussi de M. Poussin, il les a trouvés beaux. Puis, voyant la Vierge à 10 figures, j'ai dit que tout me plaisait dans ce tableau, hors la tête de la Vierge. Il a demandé de qui il était, demande qui m'a surpris. J'ai dit de Poussin, il a répondu qu'il ne l'eût pas cru, que ce n'était pas lui sans doute qui avait fait ses enfants. Il a vu après un grand paysage de la mort de Phocion, et il l'a trouvé beau. Il a trouvé de l'autre où l'on ramasse ses cendres, la phrase est célébrissime, de l'autre où l'on ramasse ses cendres, après l'avoir considéré longtemps, il a dit « Il signor Poussin est un pittore che lavora di là », montrant le front. Donc, M. Poussin est un peintre qui travaille de là, de la tête, et c'est une remarque évidemment qui a été très souvent utilisée et qui convient parfaitement aux 2 tableaux de Phocion, qui sont 2 très, très grands chefs-d'œuvre de ce général chassé de sa ville, enterré sournoisement, et dont les cendres sont recueillies par sa veuve, de manière à assurer le retour de fortune de ce général malheureux. Alors là, si vous voulez, la remarque est intéressante parce qu'à première vue, il s'agit de paysages animés de scènes secondaires, mais à seconde vue, ce sont bien plus que ça. Ce sont des tableaux avec d'abord, ce n'est pas un paysage au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Chez Poussin, il n'y a jamais de paysage. Il y a toujours l'idée que c'est la nature qu'il faut peindre et non pas le paysage, non pas ce qu'on voit, mais ce qu'elle est, c'est-à-dire ce qu'elle est avec ses cycles, ses changements, avec sa violence, avec au contraire son côté pacificateur, réconfortant. Et c'est en effet le cas également pour ces 2 tableaux des cendres de Phocion. Et la remarque, bien sûr, souvent citée du Bernin, « Il signor Poussin un pittore che lavora di là », est évidemment très intéressante car elle montre que pour lui, la peinture n'est pas simplement une représentation de ce que l'on voit, mais une réflexion plus profonde et à laquelle le Bernin s'attache. Et ensuite, le passage est assez intéressant parce qu'il traite d'un autre tableau. Il a vu la Vierge en Égypte. Vous savez que c'est un tableau dont on a beaucoup parlé ces dernières années, puisqu'il a été acheté par le musée de Lyon il y a quelques années, à la suite dans des conditions très, très, très difficiles. C'est un tableau tardif de Poussin, avec ses maladresses, qui sont des grands pieds. Poussin qui avait des moyens techniques limités et qui, surtout sur le tard de sa vie, avait tremblé des mains, sans doute à la suite d'une syphilis attrapée à son arrivée à Rome, avait du mal, si j'ose dire, à tenir les pinceaux. Donc ces tableaux tardifs que nous admirons beaucoup aujourd'hui parce qu'ils sont particulièrement graves, particulièrement réfléchis, particulièrement évocateurs, ces tableaux-là, le Bernin ne les aime pas. Il a vu après la Vierge en Égypte, que j'ai dit être de ses dernières productions. Et en effet, le tableau date de toute dernière année, vers 1655-1660, donc dans les dernières années de la production de Poussin, il a vu après la Vierge en Égypte, que j'ai dit être de ses dernières productions. Après l'avoir regardé, il faudrait cesser de travailler, a-t-il dit, dans un certain âge, car tous les hommes vont déclinant. J'ai reparti que ceux qui étaient accoutumés à travailler avaient peine à demeurer sans rien faire.
en travaillant peut-être seulement pour se divertir. Il en est demeuré d'accord, mais a ajouté que leurs ouvrages, assez souvent, nuisaient à leur réputation. Donc, ce Poussin tardif que nous admirons beaucoup maintenant, et dont je vais vous montrer d'autres images bientôt, ce Poussin tardif, il ne le comprend pas. Ce Poussin tardif où techniquement les moyens techniques de Poussin ne sont plus ce qu'ils étaient, mais qui sont en effet des réflexions peut-être encore plus approfondies sur ce qu'est la peinture, sur ce qu'elle peut prétendre représenter, ce qu'elle peut prétendre dire. Ces tableaux-là, il ne les comprend pas, et nous en verrons tout à l'heure un autre exemple. Alors, les rencontres, si j'ose dire, de Poussin et de Bernin se multiplient. Je ne vais pas toutes vous les citer. On peut par exemple sauter la date du 16 août, où il rencontre un certain nombre d'artistes français, dont Dorigny, qui est un artiste, un élève de Fouet, dont il voit par hasard des tableaux à Vincennes, et les tableaux de Dorigny ne lui plaisent pas beaucoup. Il les a considérés, il dit que tout était bon, il a répété que cela était bon, et qu'il semblait que le peintre ait cherché à imiter le signor Poussin. Vous voyez, il traite de très haut de ces tableaux-là. De même, quelques jours plus tard, nous sommes le 18 août, le nom de Poussin apparaît à nouveau parce qu'on y apprend que Chanteloup demande au Bernin de mettre dans le courrier que le Bernin a envoyé à Rome une lettre qu'il adresse à Poussin. Et ce que Bernin accepte de faire. Malheureusement, la lettre de Chanteloup à Poussin est perdue, et Poussin lui-même, qui est en correspondance régulière avec Chanteloup, n'a pas pu répondre, puisque la dernière lettre de Poussin arrivée à Paris est du 26 juillet, et que nous sommes déjà quelques semaines plus tard. Je vous montre encore un autre tableau qu'il voit, cette fois-ci chez Mazarin, où la visite se passe assez rapidement. Il n'a pas le temps de voir les tableaux. Et il s'en plaint un petit peu d'ailleurs. Il ne s'est guère arrêté à en considérer qu'un de M. Poussin. Mazarin a une immense collection. Il ne s'arrête que devant le Poussin, dont les figures sont grandes, duquel il a dit « Questo è un bel quadro ». J'ai pris la parole et reparti qu'il y avait plus de 40 ans qu'il était fait. En effet, nous sommes dans un tableau de la fin des années 20 de Poussin. Non importa, è dipinto a colorito a modo di Tiziano. Donc il a compris que toute une période de la carrière de Poussin est sous l'influence des peintres vénitiens qu'il avait pu voir à Venise. Poussin n'a fait que passer, mais surtout à Rome, où un certain nombre de chefs-d'œuvre de Poussin étaient conservés. Donc la période titianesque de Poussin lui est tout à fait familière, et il admire chez lui ce coloris plus vénitien, ce mode un peu plus poétique que celui des tableaux plus sévères des années qui vont suivre. Donc ce tableau-là aussi, il l'admire considérablement, bien qu'il est naturellement un tableau extrêmement différent de ceux qu'il avait pu voir précédemment. Le 8 septembre, il revient sur le Saint-Érasme pour revenir, en effet, c'est le moment où en effet il est question aussi de tisser un certain nombre de tableaux de Poussin. Il revient sur le Saint-Érasme. Il a réparti que ça avait été lui qui lui avait procuré celle du tableau, la commande du tableau de Saint-Pierre, que des peintres signalés lui en avaient voulu du mal. J'ai dit que je ne tenais pas ce tableau des beaux qu'il lui fait. Il a regardé, il a réparti qu'il était très beau. Vous voyez, donc il revient sur le Saint-Érasme pour insister sur le fait qu'il a joué un rôle capital dans la commande et pour défendre le tableau contre ceux qui l'avaient attaqué, c'est-à-dire Pierre de Cortone et Guidorini. Et il fait tout un petit discours à ce moment-là sur les raisons qui le poussent à défendre ce tableau-là et l'esthétique de ce tableau, où en effet, contrairement au tableau de Guidorini ou de Pierre de Cortone de l'époque, ce qui compte, c'est le geste à l'arrêt. Rien ne bouge dans ces tableaux. Poussin n'a jamais tenté de peindre le mouvement. Et ce qui compte pour lui, c'est une image stable, fixe, pour stabiliser. Donc là aussi, Bernin se montre très attentif à cette dimension de la peinture. Et d'autre part, il ajoute très clairement, discourant sur son talent, j'ai ajouté qu'à mon avis,
ce qui l'avait engagé à faire des petites figures était qu'ayant une facilité d'imagination et fécondité d'esprit fort grande, facilité d'imagination et fécondité d'esprit trop grande, d'une part, d'autre part, n'ayant point de grandes occasions de galeries, de voûtes ou tableaux d'église pour traiter de grands sujets, il avait été réduit à les traiter dans les tableaux de cabinet en figures moindres que nature. Donc en fait, on est bien conscient que Poussin est l'homme des tableaux de chevalets, de grands chevalets sans doute, des tableaux moyens de taille, et qu'il n'est pas l'homme des grands plafonds, et que c'est une limite évidemment à son talent, et que quand il a eu l'occasion de peindre une galerie, les choses ne se sont pas passées comme il aurait souhaité qu'elles se passent. Ensuite vient une grande querelle sur les problèmes concernant les tapisseries que l'on veut faire à ce moment-là, d'après les tableaux de Poussin. Colbert et Louvois qui se battent pour ce projet. Bernin est très réservé. Et il trouve que cette idée de faire des tapisseries d'après les tableaux de Poussin est une idée dangereuse. Il y a bien sûr le précédent de Raphaël, mais tout ça ne le convainc pas véritablement. Donc il se montre un petit peu réservé sur ce grand projet qui occupe une certaine place à l'époque dans les discussions de l'époque. Ensuite, il se montre très sévère sur le Poussin et je vais faire marche arrière. Et ensuite, il revient sur Poussin pour une autre période de sa carrière. Il a peu de choses. Donc, il y a peu de choses, quelque part, que l'on aille, comme celle du signor Poussin. Je trouve plus dans une figure de vos tableaux que dans des cabinets entiers. Cet homme-là est profond. Et ce qu'il fait a une fécondité infinie. Il a le coloris et le dessin. Il a imité celui de Titien, fort bien. Dans un temps, là je vous montre justement un de ces tableaux de jeunesse de Poussin, marqué par l'influence de Titien, et puis après celui de Raphaël. Je lui ai réparti que sa principale étude avait été l'antique. Il est vrai, a-t-il répondu, jamais personne n'en a mieux profité que lui, ni habilité à la manière des antiques, ni habillé à la manière des antiques, ni habillé à la manière. Je mets ces tableaux à part de tous les meilleurs tableaux qui soient. Donc, si vous voulez, il y a cette période de jeunesse de Poussin, où il est sous l'influence de Titien, qui pendant longtemps n'a pas été comprise. Ce sont ces tableaux franchement érotiques, comme celui-là par exemple, qui longtemps a été dans les réserves de la National Gallery de Londres, avant qu'il soit réhabilité, mais vraiment dans les 10 dernières années. Ces tableaux-là comptent pour Bernin. Autant il ne comprend pas les tableaux de la vieillesse qu'il critique durement, autant au contraire ceux de la jeunesse que longtemps on n'a pas compris, que Blund par exemple dont je parlais n'a pas du tout compris et Mahon pas plus. Ces tableaux de jeunesse étuyés pas beaucoup non plus. Ces tableaux de jeunesse, lui au contraire, comptaient pour le Titien, et il oppose très justement cette première manière titianesque, chaude, colorée, gaie, érotique, au tableau plus sévère de la seconde partie, de la principale partie de sa carrière. Et l'image que je vous montre après, vous la connaissez toutes, c'est tout simplement parce que dans la même collection, on pouvait voir la 19e aventure du Caravage. Et là, je ne sais pas si c'est Bernin qui parle ou Chanteloup, il dit simplement de ce tableau admirable que c'est un pauvre tableau sans esprit ni invention. Donc on voit bien que le Caravage à l'époque, malgré qu'il soit, en dépit du fait qu'il soit cité, n'est pas admiré comme il l'est aujourd'hui. Donc très sévère à l'égard donc, du Caravage, ce qui à l'époque est assez courant. Nous rencontrons à nouveau, si j'ose dire, Bernin avec Colbert et Chanteloup, bien sûr, parce qu'à un certain moment, Bernin fait des cadeaux. Et voici par exemple un dessin, un Saint-Jérôme, qu'il a donné à Colbert, un dessin qui est aujourd'hui au Louvre et qui a ensuite appartenu à Mariette, dont vous voyez, il possède aussi le montage, l'admirable montage. Donc, il fait des petits cadeaux, Bernin donne de ses dessins autour de lui pendant son séjour. Il en donnera également d'ailleurs à Chanteloup. Des dessins qui sont évidemment très différents de ce que Poussin dessinait dans les mêmes années. Donc il continue évidemment ses petites visites poussiniennes. Il va chez Le Nôtre, qui est en ce moment fêté à Versailles, qui est en ce moment fêté à Versailles. Le Nôtre, le jardinier du roi, était un grand admirateur de Poussin. Il en possédait plusieurs.
notamment ce Moïse sauvé des eaux, qui vaut évidemment, qu'il admire, et que Bernin ne peut pas faire autrement que d'admirer. Et il dit à ce propos justement qu'il admire beaucoup plus les tableaux de Poussin que ceux du Dominicain. Je vous montre le tableau qui était justement chez le nôtre à l'époque, qui est maintenant en dépôt au musée de Grenoble et qui est en ce moment exposé à Versailles à l'exposition Le Nôtre. Et justement, c'est pour une fois, il se prononce clairement. Et malgré l'admiration que Poussin a pour le Dominicain et que par conséquent Bernin devrait partager, Poussin clairement, Bernin clairement manifeste sa préférence pour les tableaux de Poussin. Je continue ma petite promenade. Il est question à ce moment-là de la célébrissime mort de Germanicus, maintenant à Minneapolis, le tableau qui a lancé Poussin à Rome et qui a fait sensation, qui a été pour les Romains une véritable découverte, cette espèce de mort dramatique avec l'expression des passions qu'exprime d'une manière totalement différente chacun des participants de la scène, d'Agrippine qui pleure, des généraux qui veulent venger Germanicus, empoisonné par l'empereur. Tout ce tableau-là, cette frise à l'antique, a profondément marqué les Romains, et naturellement, on ne peut pas faire autrement que d'évoquer ce tableau. Le Poussin, qui était le plus grand peintre et le plus savant qui fut, après avoir imité un temps le Titien, s'était enfin arrêté à Raphaël, faisant connaître par là qu'on l'estimait au-dessus des autres, qu'il l'estimait au-dessus des autres. L'abbé Bouty, qui est un des participants du voyage, a dit qu'il avait vu de lui le beau Germanicus, le beau tableau de Germanicus. Alors là, il y a tout un passage sur la comparaison entre Germanicus et les sacrements. Je l'ai toujours fort estimé et m'en suis fait des ennemis à Rome, dit le cavalier, parlant de Poussin naturellement. Et on voit bien qu'en effet, la défense du Bernin à Rome est contre les peintres romains qui tenaient le haut du pavé. Il ajoute, et c'est là qu'on revient à cette incompréhension du Bernin à l'égard des tableaux tardifs du Poussin, à la vérité, il a fait depuis des choses qui ne sont plus cela. Le tableau de la femme adultère, qui est au Louvre aujourd'hui, cette Vierge allant en Égypte, je vous l'ai montré tout à l'heure, le tableau qui maintenant est à Lyon, et puis enfin, je vous la remontre bien sûr, et puis enfin un tableau qui est perdu hélas, et que j'ai vu chez ce marchand, il s'agit de Cérizy, et votre Samaritaine, c'est un tableau, l'original appartenait à Chanteloup, se tournant vers moi, ne sont plus de cette force. Il faudrait qu'un homme se sût s'abstenir au-delà d'un certain temps. Donc on voit bien que autant Bernin se montre très sensible à la période la moins intellectuelle de Poussin, celle où il peint beaucoup, des tableaux de sujets lestes, autant il est parfaitement conscient de la grandeur du Poussin des années 30, 40 et jusqu'aux années 50, autant le vieux Poussin, lui, est complètement incompris, il ne le comprend pas. Et les intentions iconographiques de Poussin, qui sont complexes, bien sûr, et qui montrent de grandes lectures de textes ésotériques, de textes variés, et qui veulent, pour chaque composition, relire le sujet et l'approfondir, ces tableaux-là, ces derniers tableaux, que nous admirons beaucoup aujourd'hui, sont ceux qui lui plaisent le moins. Et à ce moment-là, justement, il y a ce nouvel épisode, nouveau tableau de Raphaël et nouvelle comparaison avec un tableau qu'il peut admirer chez le nôtre aussi, sans doute celui que vous avez sur l'écran, l'Adoration des Vergers, qui est à Londres en ce moment, et où il compare, cette fois-ci, c'est très intéressant, il parle de la manière métallique de Poussin, ce côté métallique qui, en effet, a été une tentation de Poussin dans les années 30. Il comprend parfaitement cette évolution. Revoyant le tableau de Poussin, il a dit qu'il était un grand homme, c'est celui que vous voyez sur la gauche, de se pouvoir ainsi transformer, qu'il était d'une manière tout à fait différente de cette nativité qui est d'un coloris lombard et l'autre à l'imitation de Raphaël. Donc il comprend aussi ce qui est si important pour Poussin, l'évolution matérielle, l'évolution stylistique de Poussin, et comment d'un tableau à l'autre, il évolue, il change, non seulement dans sa pensée, mais aussi dans la manière dont il utilise les couleurs. Alors ensuite, il admire d'autres tableaux, toujours chez un autre collectionneur. C'est un tableau particulièrement austère qu'il admire chez Lavrillière.
Et puis ensuite, il continue, cette fois-ci, chez Monsieur Coiffier, comme il l'appelle, où il voit la grande adoration des rois mages. Et puis aussi un tableau, un des rares tableaux dont la date est certaine, puisqu'il est signé et daté 1633. Et puis, il admire toujours ce même collectionneur, le Moïse foulant aux pieds la couronne de Pharaon, dont il existe, comme vous savez, une autre version au Louvre. Moïse, qui, comme vous le savez, a joué un rôle absolument essentiel pour Poussin, puisque c'est à Moïse qu'il a consacré le plus grand nombre de tableaux, une quinzaine de tableaux, ont Moïse pour sujet. Et c'est là encore, si vous voulez, il a dit de ce dernier qu'il était de sa bonne manière. Lebrun était là, et a dit qu'il l'avait vu faire. Donc, grâce à le témoignage de Lebrun, on sait en quelle date Poussin a peint cette version du Moïse de l'autre. Il admire beaucoup les têtes des trois rois, dont il dit aussi que j'ai dit qu'il n'avait passé suivant l'avis de plusieurs que pour des savants et grands astrologues, il s'agit des rois mages. M. Lebrun a dit que M. Poussin n'avait eu l'intention que de les représenter tels qu'il lui en avait entendu parler et de son opinion sur ce sujet. Le cavalier a dit qu'il fallait s'attacher à l'écriture qui dit que c'était des rois. M. Lebrun a répliqué qu'elle disait des mages. Il n'a plus rien dit et s'en est venu dîner. Donc ensuite, il va visiter un autre collectionneur, il va chez Jabac, et chez qui, bien sûr, il admire surtout les dessins, notamment celui-ci. Autre sujet qui tient du Tasse cette fois-ci, qui a beaucoup inspiré Poussin. Il admire les dessins de chez Jabac, qui était donc le grand collectionneur de dessins de l'époque, celui à qui le Louvre doit sa collection de dessins. Et il s'intéresse donc, pendant son voyage à Paris, non pas simplement au tableau, mais aussi au dessin. Nous arrivons maintenant à la fin de son voyage. Le départ est triomphal. Il promet des projets pour la Grande Galerie. Il est très content de ce qu'il a vu. Et puis, il va encore voir quelques tableaux. La peste qu'il a déjà vue, il la revoit. Voyant le tableau de la peste qui était posé loin de lui, il a dit qu'il eût été nécessaire, qu'il eût lieu à pouvoir de le voir de près. Donc il se plaint de ne pas pouvoir s'approcher suffisamment. Ça, c'est la visite qu'il fait à la collection du duc de Richelieu, le neveu du cardinal, qui a été le grand collectionneur de poussins de l'époque. Et c'est à lui que le Louvre doit ses poussins, puisque, à la suite d'une célèbre partie de jeu de paume, Louis XIV a gagné les 13 poussins de Richelieu contre le duc de Richelieu. Ils ont joué à la paume. Le duc ne pouvait pas vendre ses tableaux au roi parce que ça ne se faisait pas. Et en conséquence, il a fallu trouver une astuce, si j'ose dire, pour que le roi puisse entrer en possession des poussins de Richelieu. Car le roi, Louis XIV, tenait à avoir une grande collection de tableaux de poussins. Il y a donc eu une célèbre partie de jeu de paume perdu par Richelieu et gagné par Louis XIV, qui a obtenu des poussins de Richelieu et en contrepartie a payé, si j'ose dire, a donné 50 000 livres, ce qui est le prix moyen des poussins de l'époque, au duc de Richelieu en contrepartie de ces tableaux. Cette partie de jeu de paume a ceci d'intéressant qu'elle a eu lieu le 18 novembre 1665, le 13 novembre 1665, le jour même de la mort de Poussin. C'est-à-dire que le jour où les poussins du duc de Richelieu entraient dans la collection de Louis XIV, Poussin mourait à Rome. Donc ce jour-là aussi, il est chez le duc de Richelieu, qui n'a pas encore livré ses tableaux au roi. Il admire la peste et surtout, il admire la Grande Vierge d'eau de Saint-Jacques-le-Majeur, qui est donc au Louvre, comme tous les tableaux du duc de Richelieu. Il en dit le plus grand bien, dont les figures sont bien plus grandes que nature, qu'il a trouvé fort beau et peint avec grande force. Et en effet, c'est un tableau qui est peint avec une grande vigueur, une liberté du pinceau qui est rare chez Poussin. Et puis il admire surtout ce tableau-là, il en dit très peu de choses, il le voit trop vite, il admire le fameux Diogène du Louvre,
qui était un des chefs-d'œuvre de la collection du duc de Richelieu. Et voilà comme il faut des cabinets où il n'y ait rien que d'élite, dit-il de la collection du duc de Richelieu. Une collection admirable en effet, une des chances du Louvre. Et le Diogène, évidemment, est un tableau, c'est un magnifique paysage avec cette vue de Rome à l'arrière-plan, et surtout ce paysage grandiose où l'homme est plongé, ramené à peu de choses, réduit à peu de choses, et Diogène qui renonce à l'écuelle qu'il possédait. Le journal s'achève plus ou moins avec ce dernier tableau qu'il voit avant de quitter Paris. Il remercie, quand il est de retour à Rome, longuement, par une lettre magnifique, Chanteloup, de tout ce qu'il a fait pour lui lorsqu'il était à Paris. Il le remercie pour lui avoir montré tous ses tableaux, pour l'avoir si bien introduit auprès du roi, auprès de Colbert, etc. Il y a une grande lettre très flatteuse. Et la lettre, qui est du 8 décembre 1665, s'achève par cette phrase, un post-scriptum, « Ho trovato Mussu Poussin morto ». C'est comme ça que s'achève, tristement, cette rencontre entre deux hommes qui se sont connus, qui se sont admirés. Enfin, dans un cas, nous en avons la certitude. Je vais essayer maintenant de vous montrer en quoi, justement, Poussin lui-même a pu admirer, ou du moins tenter de rivaliser avec Bernin dans un registre radicalement différent. Je vais le faire avec très peu d'images, mais qui montrent à quel point les deux œuvres sont différentes, mais en même temps complémentaires. Le Bernin jeune a peint cet admirable Apollon et Daphné, qui est une de ses œuvres majeures de la jeunesse, et Poussin a traité le même sujet dans un tableau qui est aujourd'hui à Munich. Et vous voyez à quel point Poussin a conscience de ce que tente de réaliser Bernin. Et là, il y a de la part de Poussin une volonté de s'adapter à l'œuvre du Bernin, de la comprendre, de pénétrer ce monde d'une sculpture vivante, en mouvement. Alors que Poussin n'est pas le peintre du mouvement, qu'il a au contraire toujours fui. Là, il y a une tentation de représenter le mouvement. Nous sommes au début des années 30, ou même à la fin des années 20. Donc à un moment où Poussin se cherche et où il essaie d'emprunter le plus possible aux autres. Et là, l'emprunt est assez clair. Maintenant, nous allons passer à l'extrême fin de la carrière de Poussin et comparer ces deux œuvres admirables, qui sont l'Extase de Sainte-Thérèse d'Avila du Bernin et le tableau de Poussin, l'Annonciation, peint en 1657, on ignore encore pour qui. Tableau admirable, extraordinaire, avec cette Vierge qui se tient dans cette position très bizarre, presque de priante indienne, avec cette énorme colombe au-dessus de sa tête, et l'ange qui lui apparaît extraordinaire, elle a les jambes croisées au sol, et en extase. Et évidemment, l'extase, vous la trouvez également chez Bernin. En ce cas-là, je crois que Poussin a voulu faire exactement le contraire du Bernin, c'est-à-dire montrer qu'il y avait une autre manière de peindre l'extase, de la peindre plus intériorisée, plus profonde, plus dramatique en un certain sens, moins mouvementée naturellement que l'œuvre du Bernin, qui est joyeuse, alors que le tableau de Poussin est d'une extrême gravité. Et vous voyez donc l'opposition, cette fois-ci, de la conception artistique entre deux hommes. Et peut-être que c'est cette évolution de l'art de Poussin vers quelque chose que Bernin ne comprend plus, qui explique que Bernin n'a pas compris les tableaux tardifs de Poussin, et qui sont en effet des réponses à une conception artistique qui n'est pas du tout celle que le Bernin avait prônée. Pas du tout, est-ce vrai ? En fait, il faut s'interroger sur les raisons qui font que les deux hommes se sont tellement... Enfin, pourquoi il y a eu cette complicité entre les deux hommes, parce qu'on ne peut pas croire que lorsque Poussin a été défendu par le Bernin si fortement dans ses débuts romains entre 1624 et 1630, Poussin ne lui en ait pas témoigné quelque reconnaissance, on ne peut pas le croire. Donc il y a eu entre les deux hommes incontestablement une complicité, une entente, une volonté. Je crois qu'en fait il faut s'interroger sur ce que ces deux hommes ont profondément admiré. Et je crois que c'est la réponse qu'il faut donner à cette complicité, à cette profonde compréhension réciproque de ce que l'art peut faire, de ce que la peinture peut produire de mieux, de ce en quoi elle n'est pas que plaisir de l'œil, mais aussi plaisir de l'intellect. Et ça, cette réponse, on la trouve d'ailleurs dans le journal de Chanteloup, on la trouve chaque fois que l'on étudie une œuvre de l'un ou de l'autre de ces artistes, cette double complicité, cette double clé à la compréhension
réciproque des deux hommes, c'est d'une part Raphaël, nous l'avons vu tout à l'heure, qui revient sans arrêt, aussi bien chez Poussin que chez Bernin. Bernin le cite sans arrêt, et Poussin lui-même a toujours voulu à la fois imiter Raphaël et s'en détacher. Il n'a jamais eu la facilité extraordinaire de Raphaël, mais il a eu la même volonté de traiter avec ses pinceaux des grands thèmes que Raphaël a traités, ceux de la mort, de l'amour, et ces grands thèmes, et d'autre part l'antique. Je crois que ce sont les clés qu'il ne faut jamais perdre de vue lorsqu'on étudie les deux hommes, et de voir que c'est dans ces deux aspects-là, le profond amour et la profonde compréhension de l'antique, et dans cet amour non moins profond pour l'œuvre de Raphaël, qui va de soi, qui paraît trouver les solutions sans les chercher, que réside cette espèce de grand amour. Et en tout cas, cette admiration du Bernin pour Poussin est quelque chose qui peut surprendre, qui a beaucoup surpris, qui a beaucoup étonné, mais qui au fond se comprend de la part d'un très grand artiste qui comprend les très grands artistes. Je veux dire qu'on a le même phénomène encore aujourd'hui. Poussin est un peintre qui n'est pas populaire, c'est un peintre qui est très difficile, il faut du temps pour pénétrer son œuvre. Il a mis la barre très haut, il a mis la barre peut-être ce qui lui a écarté un certain nombre d'admirateurs incontestablement, mais il a réussi ce que peu de peintres sont arrivés à faire, c'est-à-dire à peindre avec des pinceaux, ce que les écrivains font avec des mots, les musiciens avec les notes, les grands moments de la vie humaine. Et si Poussin aujourd'hui est peu aimé du grand public, il est un peu plus aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20 ans, disons-le, il l'est tout autant qu'autrefois par les peintres. Si on fait un petit sondage parmi les peintres du 19e ou du 20e siècle, parmi leurs peintres favoris, vous trouverez toujours le nom de Poussin cité. Je prendrai l'exemple qui peut peut-être faire scandale, peut choquer quelquefois. Par exemple, Jeff Koons, dont on parle beaucoup dans les gazettes pour s'en moquer ou pour, au contraire, vanter son génie, est un inconditionnel de Poussin, et on pourrait en citer bien d'autres, de Matisse à Picasso, etc. Donc, l'admiration du Bernin pour Poussin, c'est celle d'un grand artiste pour un autre très grand artiste. Merci beaucoup. Nous remercions très vivement Pierre Rosenberg pour cette leçon admirable, pour ce voyage, je le dis avec Mario Luzzi, terrestre et céleste, autour de l'œuvre de Poussin par le regard du Bernin, mais un regard qui a été si bien accompagné par le regard de Pierre Rosenberg. Encore une fois, comme vous le voyez, c'est une manière très belle et fidèle au point de vue historique de penser aux artistes dans leur contexte historique, et cette espèce de parcours parisien de l'œuvre de Poussin, mais avec les yeux du Bernin, est vraiment exemplaire et, je dirais, conclut, même si nous aurons encore beaucoup de cours, je dirais d'une manière idéale, le projet de cours que je vous ai proposé cette année. Bien sûr, cette présentation est très très riche. Il y a toute une série de questions qui pourraient se poser. J'en ai certainement quelques-unes, mais je laisse d'abord la parole aux auditeurs, et nous avons encore 20 minutes, donc on a largement le temps pour revenir sur certains points. De ma part, je voudrais simplement vous remercier encore une fois pour cette belle leçon qui nous a porté, je dirais, vraiment au cœur du silence. Je le dis avec la même admiration que le Bernin avait pour ces tableaux de dévotion et de silence qu'il voyait dépeints par Poussin. Y a-t-il des questions? Alors, pour vous laisser le temps de méditer, je me permets d'en proposer déjà une. Vous avez, d'une manière très claire, en effet, proposé cette première période de Poussin, une période qui est inspirée par Titien notamment, et puis vous avez dit une deuxième période plus austère,
plus méditative, plus intellectuelle, fatto di là, comme le Bernin le dit. Et en effet, vous avez raison d'insister sur le fait que ce Poussin est certainement plus difficile, vous l'avez dit, plus austère. Alors j'ai une question purement historique. Est-ce que Poussin a-t-il rencontré quelques-uns des messieurs de Port-Royal? Ah, c'est une vaste question. C'est une vaste question. Poussin n'est pas un homme de rencontre, c'est un homme de lecture. Et chaque article consacré aujourd'hui à un tableau de Poussin suppose de sa part, je parle de la part de Poussin, la lecture de 50 livres, ce qui évidemment est impossible. Si Poussin avait lu tous les livres que les historiens actuels lui prêtent, il n'aurait jamais eu le temps de peindre un tableau. Donc il est certain qu'il y a à l'heure actuelle une inflation d'interprétation et notamment des lectures de Poussin. Cependant, il est certain qu'il en a lu beaucoup. Et ce qui, à mon avis, caractérise la manière dont il les lisait, ces livres, je ne réponds pas tout à fait à votre question, c'est la lenteur avec laquelle il les lisait. On sent quelqu'un qui lit lentement, phrase par phrase, pour essayer, à propos d'une phrase, d'introduire dans son tableau l'image qui en convient. Port-Royal, à mon avis, sa lecture, c'est plutôt une lecture de textes érudits romains du XVIe siècle. Des lectures sur les mystères d'Osiris ou d'Anubis. Ces lectures-là l'ont passionné. Et la manière, notamment dans les différents repos en Égypte, pendant la fuite en Égypte, il introduit l'Égypte, prouve qu'il avait lu Kircher, ces gens-là, très attentivement. Port-Royal, je vais répondre de manière un peu traître. Port-Royal, c'est Champaigne. Champaigne, c'est un peintre religieux. Pour ma part, Poussin est plus qu'un peintre religieux. La religion, bien sûr, a compté. Les tableaux religieux, à sujet religieux, sont nombreux chez lui. Il ne s'est jamais lui-même exprimé sur ses sentiments religieux, ce qui permet justement les interprétations divergentes sur sa propre croyance. Mais je crois qu'il a toujours, quand même, que ce soit un tableau à sujet mythologique, un tableau à sujet historique ou un tableau à sujet religieux, Ancien ou Nouveau Testament, plutôt d'ailleurs l'Ancien Testament, et cette passion pour Moïse qu'il faudra bien un jour mieux comprendre, il a toujours voulu dépasser le texte pour l'image. Alors que chez Champaigne, pour répondre à votre question, c'est quand même l'image de Port-Royal qui est prioritaire par rapport à l'œuvre. Je ne veux pas du tout diminuer Champaigne, loin s'en faut, que j'admire profondément, mais je crois quand même que chez Poussin, il y a une volonté plus grande encore de dire, et il y a aussi, et ça j'en suis convaincu en revanche, la volonté très ferme de ne jamais confondre sa vie personnelle avec ses œuvres. Il y a eu une volonté de la part de Poussin de se cacher. Alors il était très admiré, on allait le voir à Rome pendant qu'il faisait sa promenade de l'après-midi, un peu comme on allait voir dans ma jeunesse Brigitte Bardot se promener à Saint-Tropez. C'était la comparaison peut-être un peu fragile, mais enfin c'était ça un petit peu, c'était une grande vedette. Et il y a les fameux épisodes où il ramasse une poignée de terre au sol en disant « c'est ça Rome », en montrant une poignée de terre, c'est ça Rome. Donc cette capacité d'imaginer à propos d'une motte de terre ce qu'avait été le Grand Empire, c'est ça. Mais je crois qu'il a toujours voulu se cacher. Et sa vie personnelle, on n'en sait rien. On sait très très peu de choses sur sa vie personnelle. Sa correspondance qui est très belle et dont le regretté Jacques Tuillier se promettait de faire une édition qui j'espère verra une réédition puisqu'elle a déjà été publiée, qui j'espère se fera un jour ou l'autre. La correspondance qui est très belle traite très peu de choses qui soient personnelles, mais elle traite évidemment des événements politiques en France qui lui tiennent à cœur. Une chose que j'aurais voulu dire aussi plus tôt, c'est qu'une autre de ces querelles aujourd'hui est complètement dépassée. Il y a eu cette grande querelle sur Poussin, peintre français, peintre romain, qui a vraiment enflammé les esprits encore en 1994 très violemment.
Une querelle qui est dépassée, j'y ai fait allusion par le fait que maintenant on sait mieux ce que Poussin peignait avant son départ pour l'Italie, c'est tout nouveau. Et surtout parce que je crois qu'aujourd'hui on s'est bien mis en tête que Picasso est un peintre espagnol et qu'en conséquence Poussin est un peintre français. Picasso sans Paris n'existerait pas. Poussin sans Rome n'existerait pas. Donc voilà, j'ai un peu tourné. Non, pas du tout, c'est très clair, c'est très clair. Merci beaucoup, c'était vraiment une lecture, disons, plutôt côté étudié, pour reprendre la querelle. Mais c'est vrai qu'il faudrait, vous avez raison, s'il y a quelqu'un qui veut prendre comme sujet de thèse la réception de Kircher chez Athanasius Kircher, chez justement les peintres du XVIIe serait extrêmement important. Et là, tout ce sujet égyptien, y compris en effet... Le sujet égyptien a été très bien traité dans un article célèbre de 1963 de Dempsey, Charles Dempsey, qui a fait un article qui... à l'heure actuelle, l'érudition poussinienne a beaucoup évolué. Elle s'intéresse surtout à l'interprétation des œuvres. Elle est interprétative, elle n'est plus du tout... Elle perd de vue la beauté du peintre, qui quand même est un coloriste exceptionnel, quelqu'un qui a des inventions d'images extraordinaires, et qui en plus, c'est un grand peintre tout court. Et ce côté grand peintre, qui a été défendu par Mahon, évidemment, considérablement, est un peu négligé au profit, à l'heure actuelle, de l'étude des images. Et il y a une volonté, il y a une tendance à la surinterprétation qui prend des proportions assez terrifiantes, je dois dire. La surinterprétation et justement cette volonté pour chaque motif de Poussin de découvrir les sources et par conséquent de prouver qu'on a encore lu un livre de plus que son rival de l'autre université. Très bien, belle leçon d'éthique de la recherche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ?